Alors, rebonjour. Donc, on va bientôt commencer. Est-ce que vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? S'il vous plaît, un petit message. Alors, il y a quelques étudiants qui sont déjà arrivés. Est-ce que, s'il vous plaît, un petit message, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous avez le son, s'il vous plaît? Ah oui, alors oui. Très bien, merci. Donc, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Alors, dans 5 minutes, on va commencer dans 5 minutes, le temps de laisser le temps aux autres d'arriver. Ça commence petit à petit, on va voir. Alors, ceux qui sont déjà là, est-ce que vous avez des questions sur n'importe quel sujet? Est-ce que le cours de ce matin était bien assimilé et compris? La sclérodermie. Je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas avoir parlé de la sclérodermie du tout. Quel cours? La sclérodermie. Je n'ai pas parlé du tout. Pas ce cours, de quel cours alors? Alors, Samsung. Oesophage. Ah, les troubles de l'œsophage. Exactement. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Parmi les étiologies des troubles œsophagiens et la sclérodermie. C'est ça, parce que la sclérodermie, c'est une atteinte des fibres. Donc, et il y a des fibres cutanées, il y a des fibres, pas cutanées, pardon, il y a des fibres, les fibres musculaires au niveau de l'œsophage, et ben, ils vont être atteintes, l'atteinte de ces fibres, donc ça va perturber le péristaltisme. D'accord? Oui, parmi l'atteinte de la sclérodermie, c'est une atteinte cutanée. Cutanée, c'est-à-dire les fibres. Mais parmi les fibres, il y a aussi au niveau de l'œsophage. Donc, on peut avoir une atteinte œsophagienne. Ça va donner des troubles fonctionnels secondaires. Très bien. Alors, bon, je crois qu'on va commencer. On a atteint un bon chiffre. Très bien. Alors, les autres, ils sont en train de faire la sieste peut-être. Là, le Très bien. Pour ceux qui sont intéressés, mais là, je vais poser les questions, le maximum des questions, ça va être sur ce dernier cours alors, comme ça. Allez, on va commencer, on ne va pas perdre plus de temps. Donc, on va faire la tuberculose digestive. Alors, bon. La tuberculose. Comme vous le savez, la tuberculose. Donc, tuberculose digestive, c'est-à-dire c'est la localisation du bacille de corps Mycobacterium humain au niveau du tube digestif. Alors, il faut savoir que l'atteinte du tube digestif, elle n'est pas aussi fréquente. D'abord, le poumon, les ganglions et l'os. En quatrième position, on aura l'atteinte digestive. Et là, dans l'atteinte digestive, c'est le péritoine qui est le plus premier touché. Le péritoine, c'est la localisation première. OK? Donc, l'atteinte du tube digestif, pas très fréquente. La première atteinte, c'est le poumon, puis les ganglions, puis l'os. Après ces trois atteintes, en quatrième position, nous aurons l'atteinte digestive. Et dans l'appareil digestif, l'organe le plus touché, c'est le péritoine. OK? Très bien. Alors, je vois qu'on me dit ils sont dans une autre. Ils sont dans une autre. Je n'ai pas compris cette remarque. Alors, très bien.
C'est pour cela. Alors, le diagnostic, il est difficile, le diagnostic positif. On a des problèmes et souvent, il est tardif. Pourquoi? Parce qu'à à cause de l'exploration, c'est difficile d'explorer l'organe atteint. D'accord? Bien sûr, le diagnostic de certitude, c'est le granulome tuberculeux, c'est-à-dire le follicule de Koster. Le traitement, bien sûr, il repose sur le traitement antituberculeux. On va voir ça plus tard. Alors, sur le plan épidémiologique, bon, comme vous le savez, c'est une maladie très fréquente dans un tiers de la population mondiale, surtout les pays pauvres. Donc, elle entraîne 2 millions de décès par an dans le monde. Et l'Algérie, ce n'est pas un pays riche, donc c'est un problème de santé publique chez nous. Et surtout, elle est favorisée par les conditions socio-économiques, les maladies défavorisées, la dénutrition ou l'immunodépression. L'immunodéprimé, c'est surtout chez dans les pays occidentaux. Mais chez nous, c'est surtout les mauvaises conditions socio-économiques et la dénutrition. Très bien, elle touche aussi bien l'homme et la femme que la femme, et tout le monde peut être touché, tous les âges de la vie. Mais la préférentielle, c'est surtout entre 20 et 40 ans, c'est-à-dire l'adulte. Très bien. Alors, sur le plan éthiopathogénique, nous avons le Mycobacterium tuberculosis. C'est la principale espèce donc, responsable chez l'homme. Bon, il y a le Mycobacterium bovis ou avium, c'est-à-dire l'animal. Là, c'est rare qu'il touche l'être humain, sauf s'il est immunodéprimé, c'est surtout au cours du sida. Comme vous le savez, donc on dit BK parce que c'est bacille de Koch. Donc, c'est lui le scientifique allemand qui a découvert cette bactérie. Bon, bacille, immobile, aéropie stricte, multiplication très lente, ce qui fait que le milieu, c'est-à-dire le milieu de culture particulier, on dit bar, c'est-à-dire alcoolo, acido, résistant. OK? Donc, le milieu de culture, donc la coloration, c'est la création de Zieh-Nelson. Ça, vous connaissez déjà, vous avez normalement fait ça, surtout en plumeau. Et le milieu de culture, Lovenstein-Jensen, LG, donc qui nécessite très longue période, jusqu'à 6 semaines. On ne va pas s'attarder sur ça. Là, alors, la mode de contamination digestive, comment? Alors, soit contamination les BK humains, c'est-à-dire soit il y a des aliments souillés, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tuberculose, un maladie, une tuberculose pulmonaire, et il tousse sur une pomme. Il donne cette pomme à quelqu'un de sain, et là, il va être contaminé. Ou alors le lait maternel, c'est une maman qui est touchée, elle allait son enfant, elle va le contaminer. Par contre, pour le BK bovin, c'est surtout lorsque le lait n'est pas pasteurisé. Alors, imaginez une vache qui est atteinte de tuberculose, surtout au niveau de la pie, d'accord, qui donne le lait. La pie de la vache donc contient de la tuberculose, donc le lait va être contaminé. Et s'il n'est pas pasteurisé, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas pasteurisé, donc le BK de la vache va être transmis à l'homme. Donc ça, c'est la contamination forme primitive. Maintenant, nous avons une forme secondaire. Secondaire, par exemple, par voie digestive la plus fréquente, c'est-à-dire à partir d'une tuberculose pulmonaire cavitaire. C'est-à-dire une personne qui a la tuberculose pulmonaire, elle a une cavité, donc il tousse. Et lorsqu'il tousse, il va avaler ses crachats. Les crachats qui contiennent le BK. Donc, il va y avoir une atteinte secondaire qui va être digestive. Par exemple, aussi par voie hématogène, toujours en cas de tuberculose pulmonaire. La biliaire, rupture d'un ganglion mésentérique infecté. D'accord? Donc, il va s'auto-contaminer. Par voie lymphatique, la même chose en cas de tuberculose ganglionnaire. Alors, à partir des lésions génitales, intestinales ou péritonéales, par contiguïté. S'il y a un organe qui est touché, l'organe qui est à côté peut être également touché. Donc, ça, c'est les formes secondaires. Alors, on va commencer par l'anatomopathologie, macroscopiquement. Comment on va voir les lésions macroscopiquement? Alors, nous avons dans le tube digestif deux atteintes principales. Une atteinte intestinale et l'atteinte péritonéale. L'atteinte intestinale. Alors, tous les segments du tube digestif peuvent être touchés. Mais nous avons l'organe le plus touché, c'est la région iliocécale qui est la plus touchée. Pourquoi la région iliocécale? C'est probablement en rapport avec sa richesse en ganglions. D'accord? Donc, de ce fait, donc c'est le premier, dans le tube digestif, la première atteinte par la tuberculose, c'est iliocécale. Est-ce que ça vous rappelle une autre maladie qui touche surtout la région iliocécale? Une maladie inflammatoire qui touche la région iliocolique droite, iliocécale. Vous vous rappelez? Très bien, gardez. C'est la maladie de Crohn.
Et c'est pour cela, c'est le premier diagnostic différentiel. Donc, la maladie de Crohn. Exactement. Acétylcholine toujours présent. Très bien. Alors, nous avons, dans la forme iliosécale, nous avons trois formes. Soit il y a hypertrophique, c'est-à-dire hypertrophie du segment, soit des ulcérations, soit entre les deux. Donc, on va prendre la forme la plus fréquente, qui est la forme ulcéro-hypertrophique, donc de la région iliosécale. Donc, comme il y a une hypertrophie, ça va donner une volumineuse masse de la fosse iliaque droite qui va toucher le sécum, l'iléon terminal, la graisse mésentérique et les ganglions. Donc, alors, la particularité, c'est que le côlon va être raccourci. Rétraction du sécum, comme s'il n'y a plus de sécum, comme si l'iléon directement avec le côlon droit. Il n'y a plus de sécum, cette bourse. D'accord? Ça, c'est la particularité. La paroi très épaissie, avec aspect de pavage, les pseudopolypes au niveau de la muqueuse. Comme c'est une forme hypertrophique, donc la complication qu'on craint le plus, c'est l'occlusion. D'accord? Donc, regardez. Regardez ici, les gros plis. Vous voyez ces gros plis? Et là, ce qui est en blanc, c'est les ulcérations. D'accord? Donc là, ça va donner une masse. Ça, c'est la région iliosécale. Très bien. Toujours dans la forme macroscopique, on va voir la deuxième forme, la plus fréquente, c'est la forme péritonéale. Alors, dans la forme péritonéale, qu'est-ce qu'on va voir au niveau du péritoine? Donc, on va trouver des petites surélévations. Regardez, vous voyez la flèche, les petites taches, les petites boules, ces petits nodules blanchâtres en tête d'épingle. D'accord? Ça. Alors, nous, on les appelle les radieuses, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'endoscopie, laparoscopie, ou alors les chirurgiens, lorsqu'ils pénètrent en célioscopie, ils voient la cavité péritonéale. Lorsqu'ils voient ces petites granulations, on dit c'est en grain de couscous. D'accord? Alors, là-bas, en France, lorsqu'un chirurgien ou un gastro-entérologue fait la laparoscopie, il découvre ces petits nodules, il ne dit pas grain de couscous. Chez eux, c'est en flocons de neige. D'accord? Donc, chacun sa culture. Donc, l'essentiel, c'est des petites granulations blanchâtres qui sont déposées au niveau du péritoine qui est inflammé. D'accord? Donc, entouré d'un halo inflammatoire. Donc, c'est typique, c'est caractéristique, les granulations blanchâtres. Donc, soit on dit en grains de couscous, soit en flocons de neige. Très bien. Les deuxièmes signes, après les granulations, c'est les adhérences. C'est des fausses membranes, nombreuses et épaisses, donc qui vont cloisonner la cavité péritonéale. Et si vous vous rappelez l'acide, on avait parlé l'acide cloisonné en damier, une acide en damier, c'est ici. C'est le cas typique, c'est la tuberculose péritonéale. À cause de ses adhérences, elle va entraîner des petites loges qui vont contenir de l'acide. Et bien sûr, on peut avoir les deux signes, hein, granulation et les adhérences. Alors, maintenant, sur le plan anatomopathologique, sur le plan microscopique, vous connaissez toujours tous le granulome tuberculeux, c'est-à-dire un granulome tuberculoïde. Vous vous rappelez de quoi il est fait? Une couronne lymphocytaire, la couronne, et à l'intérieur, les cellules géantes de Langerhans. D'accord? Vous regardez les grosses cellules. Et au milieu, nous avons la nécrose caséeuse. Donc là, c'est le granulome tuberculoïde, plus cette nécrose caséeuse, il va devenir granulome tuberculeux. C'est 100%, c'est spécifique et constant. Pardon, c'est spécifique, c'est-à-dire quand on trouve le granulome tuberculeux, c'est bon, on a le diagnostic. Le problème, il n'est pas constant, on ne le trouve pas toujours. D'accord? Donc, c'est ce qui pose problème diagnostique. Donc, regardez les anapathes, comment ils posent le diagnostic. Très bien. Alors, en plus de ça, sur le plan, en plus du granulome tuberculeux, nous avons aussi de la fibrose parce que la tuberculose, elle entraîne une inflammation. Et chaque fois qu'il y a de l'inflammation, il y a une cicatrisation. C'est de la fibrose. Et cette fibrose, elle peut entraîner des séquelles. Donc, imaginez de la fibrose au niveau du tube digestif. Donc, elle va entraîner des sténoses au niveau du péritoine, des cloisons. D'accord? Donc, c'est ce qui va donner les séquelles. Alors, bon, on va voir maintenant, sur le plan clinique, les localisations les plus fréquentes. Les plus fréquentes, c'est la tuberculose intestinale iliosécale et l'atteinte péritonéale. Et les autres, elles sont rares. Alors, on va commencer par les deux cas typiques, c'est-à-dire les plus fréquents qu'on voit en pratique courante. C'est la tuberculose intestinale et la tuberculose péritonéale. Alors, l'interrogatoire, c'est surtout, on va rechercher, est-ce qu'il n'y a pas une vaccination par le BCG? Est-ce qu'il y a un contact tuberculeux, que ce soit la famille au sein de la famille, que ce soit les voisins, ou que ce soit professionnel. D'accord? Professionnel, par exemple, nous, les médecins. Les médecins, on est confrontés. On peut être rapidement, c'est-à-dire fréquemment touché par la tuberculose, un malade. Alors, notre état immunitaire, l'état immunitaire du malade, si son état, il a un mauvais état immunitaire, il est plus susceptible.
Est-ce qu'il y a eu une tuberculose extra-intestinale? Est-ce que le malade, il a fait auparavant une tuberculose pulmonaire ou en cours? D'accord? Les signes généraux, très importants. Et souvent, ils précèdent les autres signes. Les signes généraux au premier plan. Donc, alors, vous connaissez les signes. Les 3 A d'abord, asthénie, amaigrissement, anorexie. Et nous avons les signes de l'imprégnation tuberculeuse qui sont la fièvre et les sueurs nocturnes. Vespéro-nocturne. Vespérale, c'est-à-dire mal maghreb. Et nocturne, c'est la nuit. D'accord? Donc, les 3 A, s'il vous plaît, vous retenez, c'est très important, les signes. Les 3 A, asthénie, amaigrissement, anorexie. Et les signes, c'est la fièvre, les sueurs nocturnes et la fièvre vespérale et nocturne. La fièvre et les sueurs vespérales, c'est-à-dire Niniabat al-Maghreb. Al-Maghreb, ça commence et la nuit. D'accord? Bon, maintenant, on va voir les signes fonctionnels. Nous avons une atteinte iliocécale, donc on va avoir des douleurs de la fosse iliaque droite, nausées, vomissements, troubles du transit, que ce soit constipation ou alors soit constipation, soit diarrhée, soit alternance. Très important, syndrome de Koenig. Vous vous rappelez Koenig? Koenig, il témoigne d'une iléite terminale. Iléite terminale, c'est-à-dire syndrome de Koenig. C'est des accès subocclusifs ou alors de vrais tableaux d'occlusion, arrêt des matières et des gaz avec des niveaux hydroaériques, mais spontanément résolutifs. C'est-à-dire au bout de quelques heures, le transit va reprendre. Donc, ça témoigne d'une iléite terminale. Iléite terminale, ici, la cause de cette iléite, c'est la tuberculose. Comme ça peut, la maladie de Crohn aussi, elle donne syndrome de Koenig, mais ici, la cause, c'est la tuberculose. Alors, signes extradigestifs, ce n'est pas les signes de la maladie de Crohn. Non, ça, c'est des signes s'il y a une atteinte pulmonaire, une toux persistante, hémoptysie, aménorrhée, s'il y a une atteinte ovarienne, leucorrhée, aménorrhée, hématurie. Donc, s'il y a une atteinte de la tuberculose extradigestive, ça peut nous aider au diagnostic. Alors, les signes physiques, dans 2 tiers des cas, l'examen physique est tout à fait normal. La fosse iliaque droite, elle est libre. Mais parfois, on peut, comme il y a, vous vous rappelez la forme hypertrophique, donc on peut avoir une masse ferme, sensible, mal limitée, qui siège au niveau de la fosse iliaque droite, qui correspond, ce qu'on avait dit, à l'hypertrophie iliocécale. Mais toujours complété, lymphoganglionnaire, peut-être qu'il y a une atteinte ganglionnaire et locomoteur urogénital. Alors, comment les examens complémentaires qui vont nous aider à faire le diagnostic? L'FNS. Soit elle est normale, soit on va trouver une anémie inflammatoire et aussi une hyperglobule blanc augmenté, lymphocytose, et surtout lymphocytose, augmentation des lymphocytes, c'est-à-dire globule blanc au dépend des lymphocytes. Une VS accélérée CRP, c'est le syndrome inflammatoire. On peut avoir un syndrome carentiel, hypotriglycéride, hypocholestérol, hypoalbuminémie, mais ce n'est pas constant. D'accord? L'IDR à la tuberculine, il nous aide beaucoup, mais il n'est positif que dans 30% seulement des cas. Et s'il est négatif, il ne va pas éliminer la maladie. Très bien. Alors, maintenant, sur le plan radiologique, c'est le thorax. Le thorax, c'est surtout à rechercher s'il n'y a pas des séquelles ou alors une caverne. Il y a une atteinte actuelle ou des séquelles. L'ASP, peut-être des calcifications ganglionnaires, c'est tout. Mais alors, grisaille diffuse s'il y a une acide associée. Mais sinon, l'ASP ne nous aide pas beaucoup dans le diagnostic. Le lavement barité, pour avoir des images, c'est surtout là, c'est la région iliocécale, donc atteinte de l'iléen terminal avec le sécom. D'accord? Mais le lavement barité maintenant, il est abandonné parce que nous avons d'autres examens. Alors, comme il y a une atteinte iliocécale, c'est le transit du grêle. Transit du grêle, mais maintenant, rajoutez s'il vous plaît, transit du grêle, mais examen aussi l'entéroscanner et entéro-IRM. Avant, on n'avait que le transit du grêle, mais maintenant, rajoutez transit du grêle, plus ou moins entéroscanner, c'est-à-dire on va faire un scanner et en même temps, on va opacifier le grêle. D'accord? Transit du grêle, entéroscanner, entéro-IRM. Donc, on va voir la maladie. Au début, c'est plutôt des ulcérations. Et dans les formes tardives, c'est des ulcérations plus profondes avec cette forme ulcéro-hypertrophique. D'accord? Très bien. Et je vous ai dit la rétraction du sécom. La rétraction en petite bourse comme s'il n'y a plus de sécom. Il y a directement iliocolique droite. Très bien. Alors, on complète par des examens, la TDM, l'échographie, pour voir s'il y a l'épaississement intestinal, les adénopathies, d'accord? Et surtout, s'il y a des grosses adénopathies abdominales, ça peut nous aider à faire la cytofonction pour avoir la preuve histologique. Mais le meilleur examen, c'est toujours l'endoscopie, c'est l'iliocoloscopie. Iliocoloscopie, donc, ça va nous montrer soit les ulcères, au niveau, je vous ai dit, c'est iliocécal, c'est au niveau du sécom, d'accord? C'est-à-dire le côlon gauche, le côlon droit, transverse, ils sont sains. Donc, ulcération,
de taille, forme variable, inflammatoire, des érosions, le sécom qui est rétracté, d'accord, les pseudopolypes, des fistules, on peut avoir, mais c'est rare, mais surtout, ça permet, l'endoscopie permet de faire la biopsie. Biopsie, on peut l'envoyer à la bactério pour faire mise en culture dans le milieu de Lowenstein-Johnston, mais ça prend beaucoup de temps, jusqu'à 6 semaines. Mais le mieux, c'est l'histologie, l'anapathe qui va trouver le granulome tuberculeux. D'accord? Toujours complété par une fibroscopie pour voir s'il n'y a pas une atteinte digestive haute. Parce que la tuberculose, elle peut toucher tout le tube digestif. Mais l'atteinte préférentielle, on a dit, c'est ilio-sécale. Alors, regardez endoscopiquement l'atteinte, comment on va trouver tout est désorganisé. Maintenant aussi, pour rechercher le BK, alors, le meilleur moyen, c'est histologique. Le granulome épithéliogicondocellulaire avec la nécrose caséose. Alors, c'est inutile de rechercher le BK dans les selles parce qu'il est paucicellulaire, pauci-BK. Il y a très peu de BK. Le malade n'élimine pas le BK dans les matières fécales, donc ce n'est pas la peine de le rechercher. D'accord? Par contre, on peut le rechercher dans les liquides d'aspiration endoscopique et l'envoyer toujours à la bactério. On peut aussi identifier le germe, c'est-à-dire mettre la biopsie en culture. La coloration, peu rentable, ça n'a pas de, mais la meilleure, c'est la culture. Donc, le milieu de culture qui prend, malheureusement, elle prend beaucoup de temps. Ça va donner, regardez ici la culture rugueuse de couleur jaune. Voici ici une culture positive au BK. D'accord? Nous, généralement, c'est la biopsie. Biopsie, on n'a pas de la culture, on n'a pas chez nous. D'accord? Très bien. Alors, toujours recherche du BK. Maintenant, il y a des techniques plus performantes. C'est surtout maintenant la PCR. La PCR maintenant, le Covid et tout, PCR aussi pour le BK, on l'utilise. Diagnostic rapide en 48 heures, vous imaginez. Ça va, la sensibilité entre 80, spécificité jusqu'à 95. Donc, ça donne de bons résultats. Par contre, il peut exister de faux négatifs, surtout lorsque le volume, il est analysé, il est faible. D'accord? Faux positifs en cas de contamination. Mais l'essentiel, le PCR, la PCR donne d'excellents résultats. Elle nous aide beaucoup. Maintenant, ailleurs en France, ils utilisent la PCR. Nous, on se contente toujours de l'anapathe. Très bien. Là, on a terminé avec atteinte digestive. On a fait l'ilio-sécale. On va voir les autres topographies plus rares. Et il existe une atteinte colique, extrasécale, ça existe. Dans cette fois-ci, la symptomatologie, ça va être diarrhée, ballonnement, et c'est la coloscopie qui va trouver l'atteinte des ulcérations ou des sténoses. D'accord? La tuberculose du grêle, isolée. Le grêle, c'est l'absorption. Donc, on va avoir un syndrome de malabsorption. Et si on fait un transit du grêle ou un entéroscanner, on va trouver des rétrécissements, d'accord? Et probablement aussi des fistules. Vous voyez, le tableau, il ressemble à celui de la maladie de Crohn. Lorsqu'on voit une atteinte du grêle, ou alors toute l'atteinte, c'est maladie de Crohn. On va voir plus tard. D'accord? C'est la tuberculose, maladie de Crohn, ça donne presque le même tableau. On va voir comment on va faire la distinction. Tuberculose duodénale. Duodénale, douleur type ulcéreux, nausées, vomissements. Donc, et l'aspect anatomique, malheureusement, ce n'est pas spécifique. Heureusement, c'est rare. Hein? C'est rare l'atteinte duodénale. Aussi l'atteinte appendiculaire, c'est-à-dire l'appendice en dehors de la masse iliosécale. L'appendice isolé, elle est exceptionnelle. La tuberculose rectale. Atteinte rectale, ça va donner une diarrhée gléro-sanglante. Là, ça va ressembler plutôt à la RCH. D'accord? Et c'est la biopsie qui va faire le diagnostic. La tuberculose anopérinéale, c'est très rare, mais y penser devant toute suppuration anopérinéale récidivante. Et là, c'est surtout, on la voit surtout au cours du sida. Ça, c'est l'atteinte du sida, ces atteintes. L'atteinte œsophagienne. Alors, d'où ça vient au œsophage? Probablement, souvent, c'est une rupture d'une adénopathie médiastinale. Lorsque quelqu'un a une tuberculose médiastinale, il y a de grosses adénopathies. Ces adénopathies peuvent fistuliser, peuvent s'ouvrir au niveau de l'œsophage et ça va donner une atteinte œsophagienne. D'accord? Et souvent, ça va aussi donner des fistules oséotrachéales. D'accord? Donc, toutes ces atteintes-là, elles sont rares. Heureusement, elles sont rares. Donc, vous retenez, pour la tuberculose digestive, du tube digestif, la première atteinte, c'est ilio-sécale. D'accord? On va voir les autres formes compliquées. Donc, l'atteinte peut être révélée directement par une occlusion intestinale. Vous connaissez maintenant pourquoi. Parce que qui dit occlusion, c'est la forme hypertrophique, hémorragique ou alors par perforation. On va voir les formes le terrain, c'est surtout chez les sujets immunodéprimés au cours du sida. D'accord? Les formes éthiopathogéniques, on a vu, soit elle est primitive, soit elle est secondaire. Très bien. Donc, maintenant, comment on pose le diagnostic?
positif. On va commencer diagnostic positif. Comment on pose le diagnostic? Déjà, alors, sachez que dans l'enquête pour la tuberculose, le diagnostic, il est très difficile. Écoutez-moi, donc le diagnostic d'une tuberculose intestinale digestive, il est difficile. Donc, chaque élément, on a besoin de n'importe quelle information. Donc, si un malade vous dit, il a fait une tuberculose ou là, il fait une tuberculose, c'est un indice très précieux. S'il vous dit, on voit, il y a une atteinte, une masse de la fosse iliaque droite, atteinte, et le malade, il fait une tuberculose, il est traité par une tuberculose. Donc, le premier diagnostic, c'est une atteinte de la tuberculose. Donc, vous voyez, chaque signe, s'il y a un comptage, si il nous dit, quelqu'un qui présente le tableau d'une atteinte iléosécale, et il vous dit, mon père, il se traite pour une tuberculose. C'est très important, d'accord? S'il y a un terrain immunodéprimé. Alors, les signes digestifs et extradigestifs. Donc, les signes digestifs, vous les connaissez. Maintenant, si le malade, il fait une hémoptysie, ça nous aide. Si la malade fait une atteinte génitale, on lui découvre une tuberculose ailleurs, c'est très important. Et très important, les signes généraux, les signes d'imprégnation, surtout les sueurs et la fièvre. Si j'ai un malade, il me fait une masse de la fosse iliaque droite avec une atteinte iliocolique, iliocécale, iliocolique, c'est presque la même chose. Est-ce que Crohn, est-ce que tuberculose? Si le malade il me dit je fais de la fièvre et des sueurs le soir, le premier diagnostic qu'on va retenir, ça va être tuberculose et non pas maladie de Crohn. Vous voyez? Très bien. L'IDR aussi, si l'IDR il est positif, ça va nous aider. La FNS, s'il y a une lymphocytose, c'est très important. D'accord? Radiologiquement, l'aspect des lésions. Malheureusement, l'aspect des lésions, Crohn et tuberculose, il ne pas le bada. Il n'y a pas radiologiquement et endoscopiquement, ça ressemble. OK? Donc, ça ne va pas nous aider pour faire le diagnostic. Alors, confirmer l'endoscopie, mais ce qui est important, surtout endoscopiquement, c'est la biopsie pour l'étude histologique. Si nous avons le granulome, excellent, très bien. Aussi, si on peut faire l'étude bactériologique, la mise en culture, très bien. Sinon, la PCR. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là nous aident à poser le diagnostic positif d'une tuberculose digestive. Alors, maintenant, si tous ces examens sont négatifs, là, on ne peut pas les faire. On a fait la biopsie non spécifique. La PCR, chez nous, Makench. L'étude bactériologique, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est envoyer le malade en chirurgie pour une laparotomie exploratrice. Donc, ils vont ouvrir et ils vont faire des biopsies profondes. Non seulement ils vont opérer cette partie malade, l'enlever, et la pièce opératoire, l'étude anapathe va être plus facile. Si c'est une tuberculose, on trouvera mieux le granulome tuberculeux, que ce soit tuberculeux ou tuberculoïde en matière de maladie de Crohn. OK? Donc maintenant, si la laparotomie n'a pas permis, on peut pas, on n'a aucun élément et on suspecte fortement une tuberculose, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on suspecte Crohn tuberculose. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un test thérapeutique. On va donner du traitement antituberculeux pendant 2 mois. Pendant 2 mois et on va vérifier. Si le malade, dans les 2 mois, il s'améliore, il y a disparition des signes, surtout généraux, et c'est les signes cliniques, ça veut dire c'est test positif, on termine le traitement. Si au bout de 2 mois, aucun résultat, le malade ne s'améliore pas, dans ce cas-là, c'est un autre diagnostic, c'est probablement surtout l'atteinte intestinale iléosécale, c'est la maladie de Crohn. Est-ce que jusque-là, ça va? Attendez, je vois qu'il y a des questions. Alors, quels sont les examens complémentaires à demander? Ce sera le diagnostic positif. Ce sont ces examens complémentaires. Alors, HP, granulome, je n'ai pas compris granulome. C'est quoi granulome? Quelqu'un m'a écrit granulome. Alors, en pratique, vous posez alors la question. En pratique, vous posez le diagnostic à travers des cliniques, paracliniques, ou vous faites la paro. Alors, cliniquement seul, ça ne donne aucun diagnostic clinique. Nous, on veut un diagnostic de certitude. Quels sont les éléments, quels sont les examens complémentaires qui donnent l'examen le diagnostic de certitude? C'est quoi? Soit c'est le granulome tuberculeux, donc c'est l'histologie, soit la PCR, soit la culture. Ce sont les 3 qui donnent le diagnostic de certitude. OK? Donc, on distingue entre
Entre Crohn et tuberculose, oui, oui, on distingue entre Crohn. Crohn, ما تستكشفش كيما هكذا s'il vous plaît, ça m'énerve qu'il واحد يكتب لي Crohn. Ça s'écrit pas Crohn, ça s'écrit Crohn. D'accord? C-R-O-H-N. D'accord? Donc, on dit exactement, on distingue entre Crohn et la maladie de Crohn et la tuberculose intestinale grâce au granulome tuberculeux. Alors, pour la nécrose caséeuse, la tuberculose, nous avons la nécrose caséeuse. Pour la maladie de Crohn, nous n'avons pas comment dirais-je, attendez, la nécrose. Alors, le quantiférant. Alors, le quantiférant, ça veut dire le malade, il a été au contact. C'est une bonne question. Le quantiférant, ça veut dire le malade, il a été au contact de la tuberculose. Ça ne prouve pas la tuberculose actuelle. Mais il peut nous aider au diagnostic. D'accord? Vous pouvez le rajouter, c'est très bien. D'accord? Mais on peut avoir un quantiférant positif si le malade il a fait une tuberculose ancienne. OK? Mais c'est une bonne question. Alors, jusque-là, ça va? Pas compris. Pas compris, ça ne veut rien dire pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous me précisez, s'il vous plaît, sinon on va perdre du temps. Donc, réfléchissez, reformulez, s'il vous plaît, votre question. OK? Donc, voici le diagnostic positif. Chaque élément, il est important. C'est comme un puzzle. Plutôt des pièces du puzzle, mais la confirmation, c'est quoi? Je vous le dis, c'est l'histologie, le granulome, la PCR et l'étude bactériologique. Si on dispose des trois, c'est excellent. Si l'étude histologique, elle suffit amplement. OK? Maintenant, on va voir le diagnostic différentiel. La première maladie, c'est la maladie de Crohn. Alors, qu'est-ce qui va le permettre de les différencier? L'atteinte pulmonaire associée. Si quelqu'un a une atteinte pulmonaire associée, une tuberculose pulmonaire, donc on s'oriente plutôt vers la tuberculose. Antécédent tuberculose, l'IDR à la tuberculose, le quantiférant, on le rajoute ici. Alors, pas de manifestation intestinale. Vous vous rappelez les manifestations de la maladie de Crohn. Si le malade il fait des arthralgies, alors une évéite, ça, c'est les signes, on s'oriente. Maintenant, si le malade fait plutôt une tuberculose pulmonaire, une tuberculose ganglionnaire, on s'oriente vers la tuberculose. Et enfin, le dernier élément le plus important, c'est le granulome tuberculeux, lyoïde, c'est-à-dire avec nécrose caséeuse. Si nous avons la nécrose caséeuse, c'est bon, on a tranché, c'est la tuberculose. S'il n'y a pas de nécrose caséeuse, là, l'examen va être plus difficile, on va céder des autres éléments. Ça va? Alors, oui. Bon, Samsung, toujours oui. Alors, je connais celui qui m'a écrit G, H, 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 D, C, K, U, F, D. Votre question m'intrigue, pas compris. S'il vous plaît, vous m'écrivez des questions bien précises. Pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Comment on fait le diagnostic positif? Ah, c'est bon, c'est oui, 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 vous avez compris. J'espère que j'ai compris maintenant. OK, très bien. Alors ça, donc la première maladie qui nous pose problème avec tuberculose, c'est la maladie de Crohn. Sinon, le cancer. On voit une masse hypertrophique, on suspecte un cancer du sécom. OK? Mais là, c'est la biopsie qui va trancher. Est-ce qu'il y a des cellules néoplasiques ou non? Autre, il y a d'autres, le lymphome. Le lymphome, donc iléite, qui dit iléite, le lymphome iléosécal. D'accord? L'amébome, au cours de l'amébiase, c'est plus rare, le lymphosarcome. Mais tout ça, c'est la biopsie. Les colites ischémiques, sujet âgé, vous vous rappelez. Il y a eu l'appendicite pseudotumorale, c'est-à-dire c'est un vrai tableau d'appendicite, mais comme il y a une masse, une inflammation importante, ça peut prêter à confusion. Et ça, c'est la chirurgie, la pièce en appât qui va trancher. D'accord? Il y a aussi la sarcoïdose colique. Il y a beaucoup de maladies, mais elles sont exceptionnelles. Donc, vous retenez, s'il vous plaît, vous retenez, qui dit tuberculose, le premier diagnostic différentiel que je vous demande de retenir, c'est la maladie de Crohn. C'est bon, on a terminé avec l'atteinte intestinale, digestive, intestinale. Maintenant, on va voir l'atteinte péritonéale. Péritonéale, déjà, on a déjà vu ça lorsqu'on a fait conduite à tenir devant une assise. Donc, rapidement, on va les... Alors, toujours l'interrogatoire, très important. Nous avons, est-ce qu'il y a une vaccination par le BCG, le comptage, l'état immunitaire? Est-ce qu'il y a une atteinte extra-intestinale?
Donc, les signes d'imprégnation, vous le connaissez. Maintenant, lorsqu'il y a une acide, qu'est-ce qu'on va avoir? Des douleurs abdominales, nausées, vomissements. D'accord? Alors, douleur, augmentation du volume de l'abdomen, matité, donc vous connaissez. Est-ce qu'il y a des adénopathies périphériques? Biologiquement, une anémie, des globules blancs augmentés aux dépens des lymphocytes, un syndrome inflammatoire, l'IDR qui peut être positif. Il faut rechercher les BK dans les crachats. Pour la ponction d'acide, vous connaissez, elle est purement oxydative, c'est-à-dire plus de 25-30, elle arrive jusqu'à 40-50, donc de protéines dans le liquide d'acide, richement lymphocytaire, possibacillaire, c'est-à-dire si on fait l'examen direct, on ne va pas trouver de BK, mais il faut la mettre en culture. La culture, elle peut la mettre en évidence. Et vous vous rappelez, on avait parlé donc du dosage, donc des aminases très importants qui nous aident au diagnostic. Alors, radiologiquement, il faut faire le télérase-thorax pour voir s'il n'y a pas une atteinte pulmonaire. L'échographie qui va montrer l'acide, les adénopathies, est-ce qu'il y a des cloisons, d'accord, les adhérences et l'irrégularité du péritoine, c'est-à-dire elle peut mettre en évidence les granulations blanchâtres. Mais sinon, le meilleur examen en cas de tuberculose péritonéale, c'est la laparoscopie. La laparoscopie, les granulations typiques, donc vous connaissez maintenant, les adhérences. Les adhérences, alors, s'il vous plaît, une chose, si on suspecte des adhérences, s'il y a une acide en damier, la laparoscopie, elle devient contre-indiquée. On ne peut pas la faire. Donc, dans ce cas-là, au lieu de la laparoscopie, il faut faire une mini laparotomie. Les chirurgiens font une petite laparotomie en cas d'acide cloisonné. On est d'accord, on en a déjà parlé. Donc, s'il y a des adhérences, on ne peut pas faire la laparoscopie. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous vous rappelez? Est-ce que vous... pardon oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, où est-ce que je vais les... Attendez, je n'ai pas compris. Alors, est-ce que tout le monde a été accepté? Je ne sais pas. Attendez. Alors, s'il vous plaît, vous me répondez. Est-ce que tout le monde a été accepté? Je ne sais pas si... Alors, bon, vous n'avez pas compris la différence entre laparoscopie et laparotomie. Très bien. Alors, là, il faut revoir les cours. On avait déjà fait ça au cours de la CIT. Alors maintenant, la laparoscopie, c'est introduire un tube, un endoscope rigide. Donc, un endoscope rigide. Il faut que la paroi péritonéale soit libre. S'il y a des adhérences, on peut traumatiser et ça va entraîner une hémorragie. C'est pour cela, les adhérences, si nous avons une acide, comment on sait qu'on a des adhérences? C'est lorsque l'acide, elle est en damier, cloisonnée. Déjà, à l'échographie, le radiologue, il nous dit, il y a des loges. Des loges, il y a du liquide. Dans d'autres loges, il n'y a pas de liquide. On dit, c'est une acide cloisonnée. Lorsqu'il y a ces cloisons, ça veut dire qu'il y a des adhérences. Donc, on ne peut pas faire la laparoscopie, que ce soit nous, les endoscopistes, ou même les chirurgiens. Ils ne peuvent pas faire la célioscopie, introduire le tube. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une laparotomie, ouvrir l'abdomen. D'accord? Une ouverture. Mais on ne va pas faire une ouverture large, c'est pour dire, on dit mini laparotomie. Alors, au moment de la laparoscopie exploratrice, est-ce qu'il y a un risque de... Non, il n'y a pas de risque septique. Est-ce que risque de disséminer? Non, 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 il n'y a aucun risque. Non, 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 ça c'est dans le kyste hydatique. Non, il n'y a aucun risque de dissémination ou de choc septique. Non, du tout. Ça, cette notion-là, c'est dans le kyste hydatique. OK? Rentre un kyste hydatique, dans ce cas-là, il y a une dissémination et chaque... il n'y a pas de... Il n'y avait pas d'image. Est-ce que tout le monde n'a pas d'image? Alors, c'est bon?
Pas de diapo, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout le monde, c'est bon. Très bien. Alors, ok, c'est bon. Alors, très bien. Vous avez compris la différence entre laparotomie et laparoscopie. Au cours de l'acide, chaque fois qu'il y a une acide exsudative, c'est l'indication de laparoscopie, à condition qu'il n'y ait pas d'adhérence. Comment on va savoir qu'il y a des adhérences ou non? C'est à l'échographie. Est-ce que c'est une acide cloisonnée